Parfois, quand tu marchais, même quand on allait à l'école, nos chaussures restaient collées dans la boue. Il fallait avoir deux paires pratiquement, une pour traverser juste le chemin et une autre pour arriver à l'école parce qu'on ne pouvait pas arriver dans une telle saleté. Quand j'étais petit, on avait dans une chambre comme ça, il y avait 4 lits superposés. Oui, ça va. Ouais. Moi j'étais petit, j'étais avec mon père. Ah, Avec maintenant, les réchauds à gaz. Là. C'est lui qui l'a vu à l'hôtel là, s'appelle Mansour. Mansour. Voilà, maintenant. C'était mon oncle. Il a mis toujours une casquette. C'est lui. Dans le bidonville, il y avait encore des familles. Il y avait des présences féminines. Ici, il y avait des présences d'hommes, parce que c'était une sorte de ce qu'on appelle des hôtels dortoirs. Tu avais juste de quoi poser ton assiette, les uns près des autres. Chacun avait sa gamelle, chacun se faisait à manger. Chacun avait un petit cajot qu'il ramassait du marché où il y avait la nourriture de la semaine. Et chacun essayait de respecter l'espace de l'autre parce qu'il fallait absolument essayer de vivre dans une forme de convivialité, de fraternité, parce que sinon c'était le clash tout le temps. Ou un moment de paix, c'était le dimanche, le jour du Seigneur, comme on dirait. Parce que les hommes qui étaient là, les travailleurs immigrés, pouvaient se lever un peu plus tard, pouvaient enlever le bleu de la semaine. Le bleu, c'est un moment, c'est-à-dire ils le posaient, ils préparaient la bassine dans laquelle ils allaient le laver, ils allaient s'habiller avec ce qu'on appelle les habits du dimanche. Le jour où tu es propre, mais complètement, parce qu'ici, il n'y avait pas de bain et de douche, bien entendu. Et les gens allaient au bain-douche avec le petit savon, le dop pour se laver les cheveux, etc. Et moi, je me souviens, mon père m'amenait avec lui à la douche. J'avais honte, parce que je me disais, oh, ils vont me voir que je rentre avec mon père dans la douche. Comme il ne voulait pas payer 2 fois, il fallait se laver dans la même douche que lui. Tu ne peux pas savoir la honte que j'avais, que des copains puissent me voir, même à 10 ans, que j'allais au bain-douche municipal et dans la même cabine que mon père. On arrivait à prendre pendant 3 heures ou 4 heures un peu d'une vie possible, de mettre un peu de musique, d'avoir le temps de mettre une radio. Alors ici c'était des Kabyles, donc c'était Slimane Azzam, une sorte de Georges Brassens, Kabyle, qui chantait la vie, l'existence, avec énormément de poésie. Donc où il y avait une douceur, tu entendais un peu de... Il y avait le café, c'était dans un espace réduit, modeste, il y avait comme une forme de vie qui était possible une fois par semaine. Un refus qui s'inscrit très vite en moi de tout ce que j'ai vu, des hommes humiliés, de ces conditions de vie dans le bidonville, de ce que j'avais vu ici aussi, d'une vie où des hommes vivaient les uns après les autres dans un petit espace. Et je me dis, il ne faut pas que je finisse comme ça, parce que je me rends compte que si j'accepte ça, enfin, à l'époque, je n'ai pas le raisonnement, mais je me rends compte que si j'accepte ça, c'est ça qui m'attend. Et ce qui se passe, c'est que, comme je vois d'autres enfants à côté qui vivent autrement, très vite, la révolte, au lieu que ça se passe par des mots ou par autre chose, pour moi, elle va se passer par le déni. C'est-à-dire que à 13 ans, 12 ans, à la grande honte de mon père, je rentre dans ce qu'on appelle une délinquance primaire. Et évidemment, ce qui était extrêmement violent pour lui et pour tous les gens qui vivaient ici, c'est de me voir et de voir les flics arriver, m'amener avec des menottes à 12-13 ans. Parce que eux, ce qu'ils ne veulent pas, c'est surtout se faire remarquer. Parce qu'ils étaient persuadés que eux qui vivaient dans le silence, et moi qui poussais cette sorte de cri, je les dérangeais absolument, quoi. Et j'amenais le regard des autres, parce que eux, c'était surtout vivre dans la discrétion la plus totale, amener la police, père qui oublie le commissariat, c'était se découvrir d'une certaine façon. Et
Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'était salutaire pour moi. S'il n'y avait pas eu cette pulsion de vie, c'est-à-dire que si je n'étais pas passé dans la délinquance, j'aurais ressemblé à des hommes humiliés, à ceux qui baissent la tête, à ceux qui disent oui monsieur, et que la seule forme de refus qui était possible pour moi, c'était celle de l'antéloin, c'est-à-dire d'essayer de sortir du cadre de la légalité. Comme il y en a qui rêvent à une carrière, ma carrière c'était d'être souteneur, parce que je voyais de jeunes macros autour de moi qui avaient, moi j'avais 13 ans, ils avaient 20 ans, ils avaient des voitures, des Lamborghini, du Mustang, ils étaient bien habillés, ils avaient des Weston, ils sentaient le parfum. Je me suis dit c'est ça qu'il faut être, parce que je voyais mon père, lui, qui n'avait aucun goût, aucune couleur dans le choix du vêtement, aucun goût véritablement, ni dans celui de se nourrir, ni dans celui de se vêtir. La seule façon d'essayer de me guérir de toute cette violence, c'est essayer de l'écrire, de la traduire. C'est venu par les mots. Le fait d'écrire m'a appris à dompter cette violence. C'est comme si elle s'était posée dans les mots et que dans la vie quotidienne, j'en ai plus besoin aujourd'hui. Mon père est arrivé en 1955 ici, d'abord seul. Il a fait tous les boulots d'émigré, quoi. C'est-à-dire il a construit les routes, il a balayé les routes, il a ramassé les poubelles, enfin tout le travail qui relevait, j'allais dire, des gens illettrés, quoi. Bon, moi, mon père, effectivement, il se trouve que c'est un type qui s'exprimait jamais, quoi. Mais on ressentait véritablement ce qu'il avait en lui, je sais pas moi, par sa façon de respirer, ou quand il se mettait à écouter un disque et qu'il avait une larme aux yeux, par exemple un disque de Slimane Azam, et il avait une larme aux yeux. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais su véritablement ce que lui a vécu quand il était plus jeune, parce qu'il n'en a jamais parlé. On sent quand même une sorte de frustration. Il a aussi envie de se venger, de prouver un peu qu'il est capable de faire autre chose que de balayer les rues ou d'avoir un emploi aussi subalterne. Et on sent quand même un sentiment de honte vis-à-vis de ses enfants aussi. Mais en même temps, quand on essaye de parler avec lui, c'est quand même vachement violent. C'est-à-dire qu'il y a des réponses qui sont pas tendres. Mais on sent qu'il nous aime, mais en même temps, il n'y a pas de discussion possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une discussion possible. Ou alors laisse-moi tranquille, je suis fatigué. Enfin, c'est un peu tout ça, mon père. C'est comme ça qu'il a vécu. C'est comme ça qu'il s'est exprimé un petit peu avec nous. Et en même temps, il y a aussi ce rejet de la France, peut-être pas le rejet de la France, c'est pas du racisme ou du rejet de la France ou des Français, c'est plus un rejet, les Français m'ont marché dessus toute ma vie, quoi. Mais il n'y avait pas une haine de la France, attention, c'est bien, il faut bien que ce soit clair, c'est-à-dire que c'est pas une haine de la France, c'est peut-être une haine d'un système, mais il y a une espèce de fatalité, c'est-à-dire que moi il me disait, ils m'ont marché dessus, ils m'ont humilié, mais c'est comme ça mon fils, j'étais voué à ça quand je suis né. Quand moi je représentais des associations dans les réceptions à la mairie et autres, et que mon père était serveur, donc il servait les boissons à ceux qui étaient présents, et il y avait son patron, enfin son chef de service, je vais dire, parce que son patron c'est plutôt le maire, son chef de service qui le tutoyait et puis qui vous voyait d'autres personnes. Et systématiquement le chef de service appelait Mohamed tous les Arabes qui étaient là, quoi, tous les Maghrébins qui bossaient. Bon, il se trouve que mon père s'appelle Mohamed, donc c'est pas à ce niveau que ça tiquait pour moi, c'était au niveau du tutoiement. Donc je suis allé voir le type en disant mais pourquoi est-ce que vous tutoyez mon père, etc. Et l'autre me dit ouais mais pour qui prenez-vous, etc., etc., quoi. Donc en fait il y a eu un conflit ensuite, mais mon père tout de suite m'a fait un clin d'œil pour me dire de me taire, quoi, parce que tout de suite, il a toujours eu peur. En fait, ils ont toujours eu peur de l'expulsion, mais vraiment dans tous les actes de la vie, c'est-à-dire au boulot, que ce soit dans le bus, à la maison, quand on mettait le poste de radio trop fort ou la télévision un peu trop fort, mon père arrivait pour dire mettez-moi fort, sinon les gens vont porter plainte, on va se faire expulser, etc. Il y avait toujours cette épée de Damoclès. Et nous-mêmes, quand on était mômes, bah, inévitablement, on était imprégnés de ça. C'est-à-dire qu'on avait constamment peur. C'est pour ça que c'est de là que réside aussi la peur de la police, par exemple, chez tous les jeunes. La peur qui se transforme d'ailleurs maintenant en haine. Parce que c'est tout ça. On nous a inculqué un peu cette peur de l'autorité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tous les pouvoirs sur les immigrés, quoi, enfin, sur nos parents. Donc c'est tout ça qui faisait que pour lui, nous étions Algériens et que nous devions un jour ou l'autre retourner en Algérie. Donc c'est jusqu'à l'adolescence, jusqu'à 17-18 ans, pour moi c'était bien clair.
j'allais à l'école pour retourner un jour, enfin pour aller en Algérie. On ne savait pas trop ce qu'on était, on n'avait pas de papier d'identité, on avait juste une carte verte du consulat d'Algérie, une carte d'immatriculation au consulat d'Algérie, mais on n'avait pas du tout, parce qu'on ne savait pas d'ailleurs, hein, on ne savait pas qu'on avait le droit à la nationalité française, ou tout simplement parce que nos parents ne voulaient pas, parce que c'était vécu comme une humiliation d'opter pour la nationalité française. Il fallait surtout pas parler de nationalité française ou de carte française à mon père, parce que pour lui c'était une sorte de trahison. D'ailleurs, il y a un terme chez nous qui vient de treuser. Enfin, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais c'est d'une certaine manière la trahison suprême. La trahison suprême, c'est de renier. On était né en France, on pensait en France, on rêvait en français. Enfin, vraiment à tous les niveaux, on était français, quoi. En fait, a priori, dans nos actes quotidiens, nous étions français. L'État algérien, à l'époque de Boumedienne, construisait des logements HLM dans la banlieue d'Alger, par exemple, qui étaient normalement destinés au retour des immigrés. C'est des signes, de toute manière, qui semblaient persuader nos parents qu'on ne voulait plus de nous. Ça, c'est clair. La société française continue de nous montrer du doigt d'une certaine manière par rapport à... Bon, il parle de problèmes de banlieue, il parle de problèmes d'islam, on parle de... Enfin, c'est tout ça, en fait, qui fait que même quand on a envie de se sentir français, on se dit on est français, ça y est, c'est bon. Il se passe un petit truc dans la journée qui fait que tout ça, on se dit, ah, bah merde, on n'est plus... Il y a un doute, quoi. Il y a un doute à un moment donné. J'habite dans les baraques. C'était là du 180 aussi qu'on est maintenant. Je connais les copains là et il m'a donné une chambre. On est 4 personnes dans la chambre. Presque comme là-bas en Algérie. Hein. C'est pas une vie, mais on fait pas autrement. Aviez-vous de l'eau? De l'eau, c'est à côté, un petit sauce. On va chercher avec un seau. Quand même, c'est pas propre. Mais enfin, on ne fait pas autrement. Y avait-il de la lumière? Oui, il n'y a pas de la lumière. Non, il y a, comment qu'on appelle ça, un réchaud gaz. C'est pareil comme l'électricité. Ça s'allume, mais avec le gaz. Est-ce que ça fermait à clé? Oui, ça ferme à clé. Quand on va aller au travail, on ferme à clé. Et le soir, on finit à 5h30. Et puis on fait à manger. Et vous payez le loyer? On paye 4000 francs. À qui? Au patron? Au patron qui commande, c'est lui qui... Il y a 10 chambres. Et combien de temps êtes-vous resté là? Je suis resté là 6 mois. Et puis toujours on demande, la préfecture de la Seine, il m'a donné un logement, c'est propre mieux qu'avant. Et est-ce que la chambre est plus grande? Et grande, mais on est toujours 4 personnes dans la chambre, mais c'est propre, il y a l'électricité, il y a le gaz, il y a le chaud, le froid, et puis on fait à manger dans la salle. On est 4, on paye 10 000 francs par personne. On est 2 Kabyles et 2 Algériens. Même payé, mais la langue, on ne comprend pas entre les 4, on comprend. J'ai un copain qui parle kabyle et l'autre qui parle algérien, je ne comprends pas. كيفاش راح كيفاش تبدل راح ذاك الزمان غاب خياله ما بان وانا مازال في بالي خطرات يبان لي كل منام خطرات نشوفه قبالي خطرات يبان لي كل منام خطرات نشوفه قبالي. Ma vie, presque à moi, toute ma vie est toujours avec les Français. Toujours. Comme le travail, comme l'armée, comme civil et tout. En 1939, j'étais engagé, j'avais 17 ans.
Le moment que j'ai été suivi en France, j'avais 18 ans. J'étais en rang, engagé là-bas. On était à pied, l'artillerie, on avait des chevaux, on avait des canons et tout. Les Allemands, quand ils sont rentrés, ils appellent les Français Bougnoul. Et maintenant, les Français, ils appellent Bougnoul pour nous. C'est pas vrai ou quoi? Hein? Ils disent. Mais c'est pour nous, c'est pas nous les Bougnoul. C'est les Français qui s'y disent Bougnoul. Qui c'est qui l'a fait ce nom-là? C'est les Allemands. Quand ils sont rentrés, Bougnoul. Prends Josie, Bougnoul, ma livre. Ouais. Ah ouais? Il y a des fois tu ne trouves même pas le logement. Tu es obligé de coucher en dessous le pont. On achète des cartons, de n'importe quoi, et puis on se cache là. Et puis qu'on travaille pour gagner la vie aux enfants. Et puis quand on est arrivé ici en 61, 62, 63, ils ont commencé à construire les foyers. Et puis la place où il y a tous les ouvriers avec les baraques, le bois, des tôles, des cartons, tout ça, ils ont foutu le feu dans les baraques là. Qu'est-ce qu'il y avait de morts? Au moins une quinzaine. Avec le feu. Enfin, qu'est-ce qu'il a fait ça? Et puis il a brûlé l'argent des enfants, des femmes, ils ont été à l'hôpital et tout ça. Vous ne croyez pas ça? Vous ne savez pas ça? Ah ben vous savez, vous êtes des jeunes, quoi. Vous êtes d'hier. Tu sais, quand on était jeune, on n'a pas vu belle, vous savez. On dormait dans une maison, il y en avait la moitié le toit et la moitié, il n'y en avait pas de toit. Les jours qui pleuvaient, on était toute la journée à ramasser de l'eau, toute la nuit à ramasser de l'eau. On était crevés de froid, on était crevés on n'a pas vu belle, tu sais, la vie. Quand je pense à mes parents, qu'est-ce qu'ils ont souffert, et qu'est-ce qu'on a souffert avec eux, alors, vous savez, c'est pas une vie. Pourtant, c'était la France, c'était rien que la France. J'ai commencé à travailler 10 ans, chez des colonnes. J'ai des femmes de colonne. J'étais une femme de ménage. J'étais traitée, vous savez, c'était comme une bonne. Hein. Elle était méchante, elle était sévère. Pour donner 250 francs, il fallait bosser. Hein. Alors j'étais tellement que je gagnais pas assez. Mon père, il était gravement malade. Il a attrapé la typhoïde. Et maman, on était 6. On était 3 filles, 3 garçons. Alors quand je me levais, moi j'étais la plus vieille, on dormait par terre. Hein. Sur Hsera et des pots de mouton. Quand je me levais, je trouvais toujours ma mère qu'elle pleurait. Je demandais à ma mère, pourquoi tu pleures tous les jours, maman? Qu'est-ce qui te manque? Ben, elle dit, tu vois, le matin, je me lève, on n'a pas de café pour boire le café. On n'a pas de lait. On n'a rien, on n'a pas de pain ni rien. Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi on vit sur la terre? Alors moi je prenais, il y avait un petit panier en roseau. Et je partais dans les champs, tu sais.
où ce qu'il y en a des choux, où ce qu'il y a des pommes de terre, où ce qu'il y a... Et un peu voler un peu des choux et des pommes de terre pour nourrir mes frères et maman. Quand je suis arrivée au numéro 2 dans les maisons de mine. Il y avait mon cousin qui travaillait à la mine et puis il nous a logés, moi et son frère. On n'en avait qu'une chambre, je te dis, une chambre. Alors je fais cuisiner dedans et je dormais dedans. Il y avait un lit, puis on avait une pompe dehors. Il fallait mettre de l'eau chaude pour que l'eau coule. Dans la nuit, on mettait la paille pour la pompe de l'eau. Elle était gelée, oui. Et puis, un petit peu à la fois, je me suis habituée. Et j'étais grossesse de mon fils le plus vieux. J'attendais un bébé, je ne pouvais pas retourner à mon pays. Alors, ça fait que mon mari me disait, oh, demain, je chercherai un logement et puis on ira habiter un peu ailleurs, puis tu seras bien et tout ça. Et je le voyais que le soir, lui. Il partait de 5 h du matin et il arrivait à 4 h du soir, de la journée. Il travaillait les aciéries. Oui. Eh ben non, il ne gagnait pas beaucoup, mais c'était obligé, il était manœuvre. Et moi, je ne sortais pas. J'étais toujours enfermée dans ma chambre ou alors je descendais chez les Polonnes, parler un petit peu. Je restais toute la journée, soit que je dors, soit que je fais la lessive 2 fois par jour pour passer le temps. Je ramassais tout partout du linge, je lavais, et puis je demandais à des Polonnes s'ils avaient l'ouvrage à me donner, leur faire avec eux, les aider. Alors quand elle avait par terre et tout ça, elle m'appelait, je lui donnais un coup de main. Ils m'ont aidé, ils m'ont donné des tabliers, ils m'ont donné des robes, ils m'ont donné des jupes, ils m'ont donné. Il n'y avait que les souliers, ils ne m'ont pas donné parce que ma pointure n'était pas la même qu'eux. Alors c'est pour ça que je dis à mes enfants, quand même, on habitait dans un wagon, on habitait dans un baraquement, maintenant on habite dans une maison, on ne se plaint pas. J'avais un petit poste, et j'avais les tours de disque et puis je le mettais. En faisant mon travail, mon ménage, je le mettais avec les رني على l'Algérie. Qui se met à Itola? Dis-le toi, maman. Enrico Macias. Oui. Gouliha. Remecar Marcias, je ne sais pas, je ne sais pas le dire. Hein. Écoutez, en français, je ne sais pas le dire. Hein. Ça, je le mets, mais chanter les filles de mon pays. Enrico Macias. Et il chante les filles de mon pays, qui sont jolies. Dire qu'à la mémoire on a choisi l'oubli. Partout les discours sont les mêmes. Et étrangers plus la cause de nos problèmes. Moi je croyais que c'était fini. Mais non, ce n'était qu'un répit. Moi je croyais que c'était fini. Mais non, ce n'était qu'un répit. Voilà, ça commence. Partout.